Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Ciné-Histoire hors série Criterion. Cette semaine, on est rendu au numéro 61, déjà une nouvelle dizaine qui s'amorce avec Monty Python's Life of Brian. Mais avant tout, on va revenir un peu sur la dernière dizaine qui nous a pris 6 mois, 8 mois, finir peut-être un peu plus, parce que à chaque fin de dizaine, on a mis ça, classer un peu nos films par ordre d'appréciation. Et puis, on a fait l'exercice, on l'a fait un petit peu en retard. On aurait dû le faire pour le précédent épisode, mais bon, la vie nous a pris. Parce qu'on n'avait pas fini de faire les tops, là, puis on avait pris du retard. On n'était pas, on n'est pas sa coche, pour vrai. Je regarde les premiers titres de la dizaine, puis je sais plus ça fait combien de temps. J'ai regardé, c'était quoi donc? Brazil, parce que je l'ai réécouté cette semaine, et puis je pense que ça faisait 1 an jour pour jour, ou avec une semaine de différence là, qu'on l'avait écouté. Comme 1 an sur une dizaine. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est la vie. C'est la vie. Donc, revenons un peu sur cette dizaine qui comptait quand même plusieurs très bons titres. Je te laisserai, parce qu'on a juste un ordinateur, fait que je te laisserai présenter un peu dans quel ordre tu nous as placé les films de la dizaine. Certainement. Puis écoute, tu sais, comme je mentionne, il y en a que ça fait longtemps. Hein, fait que je le regarde. J'accepte le top que j'ai fait, mais j'ai pas des souvenirs nécessairement pour tout ce qu'on a regardé, ou en tout cas peut-être pas à la hauteur du top que j'ai fait. Fait que je vais le nommer, puis voilà, je pourrais pas m'ostiner avec mon mois du passé. Fait que dans le fond... Commence à 10. Je commence à 10, ok, parfait, ouais, c'est ça je me demandais. Ok, bon, il y avait dans cette dizaine-là 2 films d'Akira Kurosawa qui étaient Yojimbo et Sanjuro, donc c'est ça, c'est pas mon genre pour vrai, les films de samouraï. Il y avait quand même, là, faut le dire, Yojimbo qui était comme moins pire que Sanjuro, puis je pense que t'es d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est l'inverse que j'ai fait, mais je suis pas sûr. Faudrait que je revoie. Yojimbo, c'était le premier, puis Sanjuro, c'était le deuxième. Là, donc, ouais, je sais, mais si tu regardes dans mon top, je pense que j'ai peut-être mis Yojimbo en dernier. Je vais te laisser regarder ça, mais pour moi, c'est Sanjuro donc en 10e position, Yojimbo en 9e, mais les deux, je leur ai mis 5 parce que je le sais là, que c'est des bons films, je sais que c'est bien fait, puis tout ça, mais c'est pas un genre qui me rejoint tant que ça pour vrai, les films de samouraï, malgré que je suis une grande fan de Tarantino, mais des vrais purs films de samouraï, des westerns, tout ça, c'est pas mon genre. Donc voilà. Fait qu'on commence de même. Après ça, il y avait en numéro 7 The Unbearable Lightness of Being, qui numéro était... 8. Oui, numéro 8, pardon. C'est ça. Numéro 8, je lui ai mis 6. C'est un film qui est très long. Ça durait 3 heures et plus, je pense. Autour de 3 heures, ouais. Puis c'est comme un film, là. On a tous entendu parler de ce livre-là. J'avais aucune idée de quoi le livre parlait. Je pense que je le mentionnais dans l'épisode aussi. Finalement, c'est pas tant une histoire qui me plaît tant que ça. On dirait il se passe pas grand-chose. C'est un peu lourd, un peu n'importe quoi, un peu rien en même temps. C'est ça. Je garde un souvenir un peu faible là, de ça. Il partait bien, le film. C'était vraiment bien. Puis après ça, là, il y a comme un gros down. Puis vu que ça dure 3 heures, c'est ça. C'est parce qu'il y a tellement de mouvements différents, il y a tellement, tu sais, la partie de la guerre puis de la fuite du pays puis tout ça, puis la photographie, puis tu sais, c'est pas ça me tente pas, puis il me semble que ça finit bizarre aussi là, tu sais, comme les personnages leur arrive un accident, puis il y a pas d'explication, il y a pas rien, il y a pas de contexte, on dirait qu'on voulait juste couper ça. Non, c'était pas totalement mon genre. Correct. Fait que ensuite j'ai mis, là, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est parce que le reste de la dizaine est quand même vraiment fort. Fait que en 7e, j'ai mis Autumn Sonata avec un 7 sur 10 qui était très bien, mais c'est ça, le reste, là, j'ai quand même des super bons souvenirs. En 6e de 39 Steps qu'on a regardé. J'ai l'impression que ça fait comme 3 ans qu'on l'a vu. Je sais même pas si c'était quand, c'était l'hiver. Mais on va se le dire. Tu sais, c'est ça, c'était super bon, là, un Hitchcock comme on les aime, là, un petit thriller d'enquête qu'on comprend pas trop ce qui se passe, puis il y a une organisation secrète là-dedans, puis c'était vraiment bien. Là, je pense que je suis rendue à 5, je les ai comme pas notés, là, mais je pense que j'étais à 5. Brazil, m'étonne que ce soit pas plus haut. Qui a eu une belle rédemption, ouais, mais c'est parce que le reste de la dizaine est solide. Brazil, qui a eu une belle rédemption pour moi, c'était la 2e fois, je pense, 2 ou 3 que je le regardais. Je l'ai nettement plus apprécié qu'à mon premier visionnement, donc je lui ai mis un 8. Ensuite, on a Peeping Tom, je lui ai mis 8 aussi. C'était un film qui était, ma foi, excellent. Je garde des super bons souvenirs de ça. Pour passer après avec Charade,
Je lui ai mis un 8 aussi. Donc, Charade qui était le fun. Pour vrai, ça fait du bien d'avoir des films de même dans la collection. C'était une grosse comédie d'enquête, ça aussi, là, mais avec une belle Audrey Hepburn, tout en finesse. Ensuite, je lui ai mis un 8, mais je vais peut-être le reconsidérer à 9. The Night Porter, que j'ai, mon Dieu, tellement aimé. Que je voulais pas regarder au départ, puis que finalement, j'ai vraiment, vraiment embarqué dans ce film-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait tellement de niveaux d'analyse, à mon avis, que j'ai toujours pas fait mes recherches sur ce que j'avais trouvé, mais j'ai vraiment aimé ça, ce film-là. Puis, finalement, For All Mankind, je lui ai mis un 9. Qui était un documentaire là, avec des images d'archives, des missions sur la Lune et tout ça. Donc, que j'avais... Ouais, c'est ça. Puis là, c'est un peu pour cette raison-là que je disais que je me rappelle pas vraiment parce que j'ai l'impression que je l'ai classé haut, que je lui ai mis une super bonne note, mais tu sais, je me fais confiance. Si je l'avais mis à 9, c'est parce que... Bon. Ben oui, mais tu sais, en tout cas. Fait que voilà, donc, mon top 10 de cette dizaine-là. Ça ressemble à ça, moi aussi. Finalement, j'avais mis Sanjuro derrière Yojimbo, voilà. Donc j'ai préféré Yojimbo, apparemment. Mais c'est ça, c'était très bien, mais c'est ça, un peu moins dans mes cordes. Peut-être, on l'a écouté en double feature, peut-être qu'on était moins dans le mood. Là, j'ai joué à Ghost of Tsushima depuis, donc je suis rendu familier avec le samouraïsme, je sais pas comment le dire, mais donc peut-être que mon prochain visionnement, je vais plus les apprécier. Hein. On sait que Yojimbo, ça a été repris en western, là, je me souviens plus c'est quel exactement. Je pense que c'est comment il s'appelle? En tout cas, un des premiers de Sergio Leone. Donc, un moment donné, hein, qui sait. Sinon, en 8e aussi, Unbearable Lightness of Being. Bon, je répéterai pas ce qu'on a dit à ce sujet-là. 39 Steps, ensuite. Pas le meilleur des Hitchcock, même si plusieurs disent que c'est son meilleur britannique. J'ai plus aimé Lady Vanishes, je crois. Donc, voilà. Night Porter, pour moi, en 6. Un film, c'est ça qui... Sacrilège. Ouais, sacrilège. Tu sais, c'était vraiment cool. C'était vraiment bien comme film, mais on dirait qu'il m'a pas fait plus d'effet que ça. Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. Sinon, For All Mankind en 5, que j'avais déjà vu là, à l'époque. Fait que c'est toujours très bon. Moi, j'aime ça, des images d'archives. La narration est dure à suivre des fois parce que c'est du monde qui parle dans des radios qui grichent. Là, fait que des fois, c'est pas évident. Mais sinon, les images sont exceptionnelles, vraiment. C'est un très beau travail du réalisateur Al Reinert. En 4e, c'est Autumn Sonata. On le dit en anglais ou on le dit pas. Donc, c'est... Bergman, on n'a pas tant aimé de Seven Seal, ni toi, ni moi. Moi, j'étais un grand amateur de drame humain, puis ça, c'en est un. Fait que c'est sûr que ça me parle beaucoup. J'ai vraiment aimé l'interprétation là, de Liv Ullmann et Ingrid Bergman. Vraiment un très, très bon film qui, je crois, je sais que ça ressemble beaucoup à Scenes from a Marriage qu'il a fait à Fanny et Alexander. En tout cas, toute la carrière un peu plus tardive là, de Bergman ressemble plus à ça. Donc, je pense que je vais aimer la deuxième moitié de sa carrière. Sa première étant plus poétique, philosophique et tout. Ça me parle un peu moins. Donc, je pense qu'on va être deux là-dedans pour vrai. Ouais, vraiment. Exactement. Sinon, le podium, en troisième place, Charade. Tu l'as déjà dit. On l'a réécouté une autre fois aussi depuis avec Yannick et Ghislain, nos amis. Donc, vraiment très, très bon film. Le meilleur film qu'Hitchcock n'a pas fait. Sinon, en deuxième, Diabolique, c'est le meilleur film qu'Hitchcock n'a pas fait. Celle-là, je trouve qu'il était plus dans l'ambiance d'Hitchcock. Dépendamment. Mais tu sais, Hitchcock aime ça, mettre un peu d'humour. Pas toujours, là, mais dans certains de ses films. Dans Lady, il y en avait quand même. Ouais, c'est ça. En deuxième place, c'est Peeping Tom, un film qui m'a jeté à terre. C'est vraiment une très belle... Moi, j'aime ça, les films qui parlent du cinéma, qui fait beaucoup de comment procéder cinématographique. Là. C'est pas exactement ça, c'est pas une mise en abîme, c'est pas des affaires. En tout cas, mais il y a beaucoup de procédés où on nous remet à la place... on met un tueur en série à la place. Tu comprends pas ce que je veux dire? Non, mais ça va me prendre des mots, là. Mais non, mais tu sais, quand on fait ça, tu sais, des différents niveaux d'interprétation. Tu sais, mettons Inception, que toutes les personnes jouent quelqu'un qui font un film. C'est des affaires de même, là, c'est des réflexions sur le cinéma et tout. Fait que Peeping Tom, c'est vraiment un magnifique film à ce niveau-là. On parle beaucoup justement de voyeurisme. Mais c'est ça, du voyeurisme, puis la place du réalisateur, mettons, l'espèce de perversion au niveau de faire des films, puis tu sais, je pense que c'est un peu ça que tu veux dire, j'imagine. Donc, on retrouve ça et bien plus dans Peeping Tom. Et en première place, c'est un des grands classiques de tous les temps aussi, fait que ça tombe bien. C'est seulement mon deuxième 10 sur 10 de la collection jusqu'à présent, c'est Brazil. Oui. C'est ça, c'est un film qui... c'est sûr, tu sais, quand je l'ai vu un peu plus jeune, ça m'a beaucoup marqué un petit peu. Tu sais, c'est un style particulier de cinéma. J'aime beaucoup les films de science-fiction aussi. Quand tu rejoins l'absurde et la science-fiction, ça me parle beaucoup. Fait que non, j'ai vraiment
adoré ça. Puis d'ailleurs, ça fait un beau parallèle avec notre sujet d'aujourd'hui, Life of Brian, parce que c'est Terry Gilliam, un des membres des Monty Python, qui a fait Brazil et qui a presque fait Life of Brian. Donc voilà, une très belle, juste pour finir pour la dizaine, là, une très belle dizaine. On en a une autre belle à venir aussi. On a, là, attends un petit peu là, que j'ouvre l'onglet, mais on a justement Life of Brian. On a en 62 La Passion de Jeanne d'Arc, en 63 Carnival of Souls, en 64 The Third Man, qu'on a déjà vu, ça fait un petit moment déjà, un beau film noir vraiment magnifique. Et en 65 Rushmore, le premier Wes Anderson. On sait que tous ces films ou presque se retrouvent dans la collection, donc le voilà, le premier. Sauf Isle of Dogs. Ouais, pour l'instant, mais ça viendra. Je suis quand même vraiment déçu parce que c'est mon préféré de Wes Anderson. Exact. Sinon, un petit freebie en numéro 66 parce que c'est le coffret en fait de la trilogie d'Orphée de Jean Cocteau. Donc elle est numérotée, mais il n'y a pas de film en fait parce que les trois autres les trois films de la trilogie sont numérotés, donc à 67, 68, gratuit. 69. Ben oui, on va pouvoir ça va être un petit épisode, mais on va parler un peu là, du concept de cette trilogie-là, j'imagine. Donc en 67, donc Blood of a Poet, ou je sais pas, je le dis en français. Non, dis-le en français. Le sang d'un poète, ouais. En 68e, Orphée, qui est le seul à avoir été refait en Blu-ray. D'ailleurs, les deux autres sont restés dans le coffret original en DVD. Et en 69, Le Testament d'Orphée, ou Ne me demandez pas pourquoi. Donc voilà, 69e. Et on termine ça avec un autre film sur la religion, The Last Temptation of Christ. Passion of the Christ. Non, c'est Jeanne d'Arc, je me suis trompé. The Last Temptation of Christ, de Martin Scorsese, un film qui a fait couler beaucoup d'encre, comme peut-être pas tant La Passion de Jeanne d'Arc, mais comme Life of Brian, qui est notre sujet du jour, un autre film sur la religion, un regard un peu satirique sur les followers. Mais parlons un peu de ce film-là. Je vais ouvrir mon document à l'instant. Donc, c'est le premier et le seul film des Monty Python dans la collection. C'est qui ça, les Monty Python? C'est un groupe d'humoristes britanniques qui ont commencé à œuvrer à la télévision dans les années 60 et puis qui ont poursuivi jusque dans les années 80 environ. Bon, ils ont fait d'autres trucs, mais il y en a un qui est mort en 89, donc c'est sûr que la chimie a été perturbée un petit peu. Il y a beaucoup de gens, il y en a deux, trois là, qui sont quand même bien connus de nous en Amérique, disons. Il y a évidemment Terry Gilliam, parce que c'est le seul qui est américain du groupe. Terry Gilliam, là, qui est né au Minnesota et qui est dans les Monty Python, il est à la fois un acteur, mais il était le co-réalisateur de Holy Grail, mais c'est lui essentiellement là, qui fait tous les segments d'animation. D'animation, là, c'est ça, dans toutes les Monty Python. Donc, j'essaie juste de voir. Ok, c'est bon. Parce que mon document n'était pas à jour, vu que c'est sur Dropbox. Donc, voilà, je l'ai mis à jour. Donc, voilà, le plus connu, c'est probablement lui, suivi de John Cleese, qu'on connaît, nous, pour avoir joué dans Harry Potter. Quasi sans tête. Eh oui, dans Harry Potter. Donc, il a également là, été nommé à un Oscar, je crois, pour A Fish Called Wanda, un film des années 90. Là, donc, un très bon scénario. Il y a également Graham Chapman, qui est celui qui est décédé et qui joue Brian dans ce film-là. Très bonne stature là, pour jouer des premiers rôles et tout. Eric Idle, qu'on connaît nous pour Casper, rien de moins. Donc, il joue un des deux vilains là, dans Casper. Fait que, mon Dieu, on dirait que il joue l'assistant de... Je pense qu'elle s'appelle Lauriane, là. En tout cas, la Madame Poffine qui veut la maison. Là. Ouais, exactement. Voilà. Mon son, il a-tu changé? On dirait que ça vient de changer. Pas, non. Peut-être une oreille qui a popé ou quelque chose, mais bon, c'est des choses qui arrivent. OK, génial. Donc, et les deux derniers, en fait, Terry Jones, qui est le réalisateur de Life of Brian, et Michael Palin, qui joue aussi dans Brazil, qui joue dans d'autres films de Terry Gilliam, notamment Jabberwocky, qui est également dans la collection. En tout cas, un groupe à la RBO, disons, là, tu sais, il y en a quelques-uns de ces super groupes d'humoristes-là. Là. On pense RBO, je l'ai dit, Les Appendices, qui d'autres? Il n'y en a pas eu aux États-Unis? Il y en a plein là, qui sont inspirés du style. Puis, il y avait eu un décès récemment, il y a peut-être 2 ans. Terry à peu Jones. Près ouais. Puis, il me semble RBO, c'était tout exprimé là-dessus. Il était comme, nous autres, c'est ça qui a fait notre formation, dans le fond. Puis, il y en a plein de groupes. Je peux pas en nommer d'autres, là, mais c'est un RBO, c'est pas mal ça. C'est ça, c'est penser à ce qu'ils font. C'est des sketchs très de leur temps, dans le fond, puis très...
c'est de l'humour absurde. De leur contexte socio-politique, économique. Tu sais, RBO, c'est hyper québécois comme humour, mais eux, c'est très british aussi. Donc, tu sais, des fois, ça nous rejoint moins, mais le style, tu sais, ça se reconnaît quand même. Là, c'est très absurde. Puis des petits sketchs là, tout le temps, dans le fond. Puis même dans leurs films aussi, là, puis on pourra en jaser, justement. Je dis souvent que c'est comme tous ces groupes-là, là, tu sais, c'est très hit or miss. Là. Il y a des sketchs qui vont être excellents, puis d'autres sketchs que t'es comme, bon, cet humour-là vient pas me chercher. Puis c'est un peu ça que ça amène, c'est une dynamique de groupe, c'est que chacun a son propre style d'humour. C'est pas tout le monde qui écrit les mêmes scénarios, les mêmes sketchs, puis ils écrivent pas nécessairement tous ensemble, même s'ils jouent tous dedans. Là, donc, ils jouent plusieurs personnages. Des fois, dans la même scène, ils jouent 2 ou 3 personnages. Donc, c'est un peu ça, là, si vous n'êtes pas très familier avec Monty Python, mais bon, ils sont quand même assez connus. Ils ont commencé, c'est ça, à la télé avec Flying Circus. Après ça, il y a eu quelques films. Il y a eu And Now for Something Completely Different, Monty Python and the Holy Grail, Life of Brian, The Meaning of Life. Il y en a eu un autre, là. Le Baron Munchausen, mais c'est plus un film de Terry Gilliam. Donc, voilà, ils ont fait des spectacles, ils ont fait des albums, des musicaux. Pas musicaux, mais en tout cas, c'est d'humour. Là. Comme Pérus, mettons. Ouais, genre. Ils ont fait des livres et même une musical, Spamalot, qui est inspiré, là, c'est ça, de Lancelot? Ouais, c'est ça, mais tu sais. Le Holy Grail, là, voilà. Ouais, okay, donc, voilà. Puis, on dit souvent d'eux là, qui ont leur influence sur l'humour a été, mettons, comparée à celle des Beatles sur la musique. Là, je sais pas trop comment le dire, mais c'est ça, c'est qu'ils ont influencé toute une génération de jeunes humoristes à faire des sketchs là, qui sont vraiment champ gauche. Là, c'est du type d'humour de comme tu pars avec une prémisse banale d'un sketch, mais les personnages, des fois, vont tiquer sur une affaire qui n'a pas rapport au sketch. Puis là, le sketch, au final, va parler de ça au lieu de parler du sujet principal. Donc, c'est globalement ça, Monty Python. Ici, on les retrouve. Là, c'est ça, c'est leur deuxième film après Holy Grail, qui est... je dis deuxième, mais c'est parce qu'il y a eu And Now for Something Completely Different en 71, je pense, mais c'était comme pendant qu'il faisait la série télé, parce que la série télé s'est finie en 74. Fait qu'en tout cas, c'est un peu bizarre, là, mais c'est ça, c'est leur premier film depuis Holy Grail qui était sorti en 75. Donc ça, c'est un film de 1979. Je présente peut-être l'édition Criterion avant de... On va parler des bonus de toute façon après. Mais donc, l'édition Criterion, évidemment, elle comprend un transfer là, en édition digitale, mais elle comprend 2 commentaires audio, donc un par Terry Gilliam, Eric Idle et Terry Jones, puis le deuxième par John Cleese et Michael Palin. Elle comprend le trailer original du film. Elle comprend également 5 deleted scenes, donc des scènes coupées, avec des commentaires sur pourquoi est-ce qu'elles ont été coupées. Ces scènes-là ont longtemps été crues disparues, mais finalement, un des membres des Monty Python l'avait en VHS dans ses archives, ou je sais pas trop, là, fait qu'ils les ont donnés à Criterion quand est venu le temps de faire soit ça ou soit l'édition Laserdisc là, de Criterion. Donc voilà. Il y a également 4 publicités radio diffusées à l'époque là, pour inciter les gens à aller visionner le film. Il y a un documentaire qui s'appelle The Pythons qui a été tourné sur les lieux du tournage justement du film Life of Brian. Et voilà, un essai également là, là, je me souviens plus c'est qui, parce que oui, on l'a en studio. Je vais ouvrir la boîte, hein, c'est toujours très radiophonique. De George Perry, hein, qui a écrit 2 livres sur les Monty Pythons, entre autres choses. Donc, voilà, il connaît ses affaires. Monty Python... Est-ce qu'on parle de nos impressions? Est-ce qu'on retrace l'histoire du film? On peut y aller juste avec nos impressions à chaud, puis après ça, plonger dans certaines thématiques. On pourrait faire le résumé avant, là. Le résumé? Ouais, oui. OK. Ouais. Monty Python, tu veux le faire ou je le fais? Je peux y aller. Vas-y. Fait que dans le fond, de quoi ça parle? Life of Brian. Écoute, ça commence avec une scène assez haute, là, quand même, où on voit Brian qui naît, dans le fond, en même temps que Jésus. Parce que c'est ça se passe en même temps, finalement. Le 25 décembre. Oui, sûrement. Puis les 3 rois mages se trompent de crèche, hein, parce que c'est de même. Puis ils s'en vont donner la myrrhe, l'encens puis l'or à Mandy, qui est pas Mary. Donc, se trompe de bébé, finalement. Puis le résumé officiel du film dit que Brian va être considéré comme un messie, dans le fond, puis qu'il va avoir des cult following, puis tout ça. Mais ça arrive tard dans le film, pour vrai. Il y a comme
la première moitié-ish du film, qui est vraiment plus un enchaînement de sketchs. Là, on voit Brian qui rencontre le groupe, je me rappelle pas de leur nom. Là, c'est le Judaeus People's Front, je crois. Attendez un petit peu, je vais le trouver. The People's Front of Judea. C'est ça, il faut pas se tromper, parce que c'est un sketch, évidemment, là, toutes ces appellations bizarres-là. Là, on va y revenir, mais ouais. Ben écoute, c'est ça. Fait qu'il les rencontre, c'est des révolutionnaires qui veulent prendre la femme de Ponce Pilate, finalement. Puis en fait, forcer les Romains à quitter la Judée. Là. Je pense que ça se passe à Jérusalem. Là. Donc, c'est ça. Ils veulent forcer les Romains à s'en aller de là. Mais tu sais, c'est ça. Ils rencontrent eux autres. Il se fait pourchasser après avoir écrit des insanités sur les Romains, sur des murs, dans une superbe scène. Puis, ben c'est ça. C'est un enchaînement là, un peu n'importe comment de sketch, justement, jusqu'au moment où là, ben, il devient vraiment comme une espèce de messie, justement, puis il développe un culte autour, puis ben, c'est ça, donc ça se finit à peu près comme ça se finit pour Jésus, vous savez comment ça s'est terminé, mais pas totalement, tu sais, c'est ça, puis c'est ça. Donc, il vit en parallèle à Jésus, cette vie-là. Puis Jésus, on le voit une fois dans le film. Puis c'est pas mal, ça. Ouais. Ben non, mais tu sais. Fait que c'est ça. C'est la vie de Brian en faux messie, finalement. Ouais, donc, c'est ça. Ça ressemble à ça, notre beau résumé. Puis qu'est-ce que t'en as pensé? Ben écoute, de base, je suis pas une grande fan de l'humour des Monty Python. Justement, tu le disais, c'est du hit or miss. Des fois, ça passe super bien, des fois, non. En général, c'est toutes des choses qui vont me faire un petit sourire en coin, un petit... Mais c'est pas... Je ris pas là, tant que ça non plus. Pas comme hier, mettons, dans notre épisode de Letterkenny où je me pouvais plus. Mais... Le film est quand même sympathique. Il y a des super belles idées, il y a des beaux one-liners, il y a des beaux moments, des beaux 3 secondes. Il y en a plein, pour vrai. J'en ai beaucoup là, que j'ai bien apprécié, comme justement au début, quand les 3 rois mages sont là. Mais quand ils quittent la crèche, dans le fond, on voit, puis ça n'a pas rapport, là, il y a vraiment Joseph puis Marie qui ont leur auréole, là, puis ils chaînent, puis là, eux autres, ils font juste comme, bah, puis ils s'arrêtent même pas, puis ils se sont même pas rendus compte que c'était pas la bonne crèche. Puis il y a plein de petits moments comme ça, il y a plein de belles références aussi qu'on comprend pas peut-être toutes au premier visionnement. C'était le fun, mais tu sais, c'est ça. On l'a écouté 2 fois, dans le fond. Une fois pour vrai, une fois avec un commentaire. Toi, tu l'as écouté 3 ou 4 fois même. Ouais, 4 fois. Ouais. Fait que, tu sais, mais c'est bien. Tu sais, ça fait du bien d'avoir quelque chose de léger dans la collection. Puis, on le prend, dans le fond, mais c'est pas... tu sais, j'ai trouvé ça sympathique, mais j'ai pas adoré non plus, là. Donc, voilà. Mais il y a quand même, c'est ça, des beaux moments. On pourra y revenir tantôt, là, quand on les droppera, là. Mais c'est ça. Ouais, ben j'ai eu un peu la même impression que toi dans le premier visionnement. Puis après ça, ben plus je me suis mis à l'écouter, puis plus je me suis mis à l'aimer. C'est sûr que, comme tu dis, c'est rare, ben je ris pas aux éclats. Je ris vraiment pas aux éclats, mais c'est comme facile à citer, le film, là, à côté, à lancer des one-liners de ce film-là. Puis c'est le fun, tu sais. On dirait que quand je le dis, cette phrase-là, je me mets à rire moi-même du fait que je l'ai plugué, mais tu sais, dans le film, je l'ai pas nécessairement ri, mais à force de l'écouter puis d'écouter aussi, là, ça, je me suis comme un peu habitué. Mais moi, ce que j'aime surtout de ce film-là, c'est que ça dénonce pas nécessairement la religion, mais plus ceux qui la pratiquent. Tu sais, c'est jamais blasphématoire envers Jésus ou envers, mettons, ce que représente la religion, mais ça rit toujours des gens qui suivent la religion, puis qui l'interprètent Puis là, il y a plein de phrases un petit peu partout. C'est Roger Ebert, là, je pense que je me l'ai noté, attendez un petit peu. Roger Ebert qui avait remarqué, là c'est en anglais, là, mais il dit que dans le fond, la morale, c'est, je vais le dire en anglais, là, much of what passes in religion for truth is the result of centuries of opinion and speculation. Dans le sens de, tu sais, c'est ça. Ce que aujourd'hui, on se bat, mettons, il y a eu des guerres saintes dans le passé basées sur des interprétations de textes que des gens ont écrits un moment donné puis qui sont sûrement pas si fidèles à la réalité que ça. Puis c'est un peu ça aussi. Puis Monty Python le fait dans Holy Grail, le fait dans d'autres films aussi. Eux, leur prémisse, puis c'est John Cleese dans un des commentaires là, qui le dit. Je vais essayer de retrouver encore une fois la citation parce qu'elle était quand même bien dit. J'aurais dû m'y noter. J'aurais dû me faire une section citation. Mais en gros, il disait que...
bon, je l'ai pas, mais essentiellement, il dit que l'humain change pas tant que ça. Même si ça fait 2000 ans que ça s'est passé, l'humain change pas tant que ça, puis il est foncièrement un peu... tu sais, il se pogne pour des niaiseries, ou tu sais, il est très stupide, l'humain, à la base. Fait qu'ils se disent, tu sais, de la façon dont on vit, puis tu sais, il y a des incongruités qu'on voit dans le film qu'on voit, mettons, de nos jours. Puis eux, c'est ce qu'ils aiment faire dans la plupart des films qu'ils font, surtout les trucs d'époque, là, c'est de transposer ces incongruités-là d'aujourd'hui, puis de les mettre à l'époque. Parce que c'est sûr que ça se passait de même. C'était pas aussi mystique qu'on le pense, c'était pas aussi glorieux, là. Ça devait probablement être pas mal moins glorieux aussi là, qu'aujourd'hui. En effet, ouais. Tu sais, toutes des affaires de bureaucratie ou des gens qui t'achalent dans la rue pour te vendre des cossins, ou il y a plein de moments que les Monty Python réussissent à faire ici, puis qui sont propices à cette période-là, donc le début de la religion catholique et tout, où les gens étaient peut-être en recherche de questions, suivaient facilement les gens, il n'y avait pas de divertissement dans la vie. Même aujourd'hui, des gens comme polarisants comme Alex Jones, comme plein des influenceurs, mettons, n'importe quoi. On aime ça suivre du monde. On parlera pas d'influenceurs aujourd'hui. Mais on aime ça suivre du monde, on aime ça écouter du monde parler puis nous dire des affaires. Quoi penser. C'est ça. Puis ça, ils le disent souvent là-dedans. Puis c'est pour ça un peu que Brian devient ce messie inattendu-là. Il y a une scène, la scène où il devient le messie, il est à côté de 6 autres messies qui disent chacun leurs petites affaires, puis on est juste à la recherche de quelque chose. On est comme des moutons, des brebis égarés, puis on attend juste de trouver quelque chose, que ce soit la religion, que ce soit, je sais pas, le véganisme, que ce soit n'importe quoi. On essaie juste d'avoir le meaning of life. Là, ça n'a pas rapport avec leur autre film, là, mais on essaie d'avoir justement ce but dans la vie-là, puis qu'il y a des gens, là, c'est comme des coachs de vie, c'est comme n'importe quoi. Là, fait que c'est un peu ça qui... Puis la prémisse est très intéressante. La façon dont ils l'exploitent, les Monty Python, c'est ça. C'est vraiment hit or miss, mais c'est toujours du writing de qualité, je trouve. Peu importe si je ris ou si je ris pas, la joke est bien écrite, le fond est bon, le setup est quand même bien fait, l'acting aussi est quand même surprenamment correct là, pour ce genre de... même si tous les personnages féminins sont joués par des gars au final, puis il y a un peu rien qui fait du sens. Presque tous, là. Mais c'est ça, il n'y a rien qui fait vraiment de sens dans Monty Python. Fait que c'est pour ça que c'est dur de voir qu'à l'époque, ça a causé vraiment controverse, ce film-là. On va pouvoir y revenir un petit peu, mais j'aimerais qu'on regarde un peu les sketchs qui sont vraiment bien réussis dans le film. Je sais pas si tu en as des favoris, toi. Ben oui, tu sais, c'est ça, j'ai nommé la scène, là, justement, de tantôt. C'est pour vrai, c'est 3 secondes, là, mais j'ai vraiment ri à ce moment-là. Tu disais qu'on se fait achaler dans la rue, mais faut le dire, là, ce moment-là avec le gars qui veut négocier là, ses objets, puis Brian veut juste s'enfuir parce qu'il se fait pourchasser dans la ville. Puis il essaie d'acheter un cossin pour je sais pas quoi exactement, mais tu sais, il essaie, puis le gars il dit mais tu peux pas partir avec de même, faut que tu m'ostines, faut que tu me dises que tu veux payer moins, puis tout ça. Puis là il est pas à l'aise, puis il commence à faire ça, puis il dit ok, bon, fait que vu que tu payes 12, je te donne une urne en cadeau qui vient avec, puis tout ça. Puis il est comme tu me la donnes à combien? Et puis là, il veut pas, tu sais, il a pas le temps de faire ça, mais c'est drôle. J'ai vraiment aimé ça, en fait. Puis je te l'avais dit quand on l'avait regardé la deuxième fois, mais le moment où ils sont en train de faire leur réunion là, du groupe de révolutionnaires, puis il y a les gardes qui veulent rentrer les trouver, puis pour vrai, ils se cachent pas, là. Tu sais, je pense qu'ils se cachent aussi bien qu'un toddler qui joue à cachette, là. Puis, tu sais, les gardes arrivent, sont comme, bah, on n'a rien vu, tu sais, puis ils repartent. Puis le gars, il fait juste littéralement enlever un drap de sa face, tu sais, puis il est comme, ouf, ok, ça a passé proche, mais ils le font comme 4 fois de suite, tu sais, puis c'est quand même une belle scène qui plaisait pas au Monty Python. Non, non plus. Oui, au Monty Python, mais pas à John Cleese. John Cleese, il trouvait que c'était pas le même type, tu sais, c'était de l'humour un peu plus burlesque par rapport aux autres, que c'est plus sur le dialogue. Puis lui, il a jamais aimé cette scène-là, mais toi, tu l'as aimé. Mais moi, j'ai bien aimé ça, puis, tu sais, c'est ça, il y en a une couple de même, il y en a d'autres qui passe moins bien, évidemment. Là, la partie en vaisseau spatial, je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'a rejoint tant que ça. Ça a fait plaisir à Terry Gilliam, puis c'est pas mal tout. Mais c'est ça, il y a quand même des beaux moments. Puis il y a évidemment les iconiques scènes avec mon Dieu, Ponce Pilate, j'imagine, qui a un problème de langage. Puis l'autre qui s'appelle, je me rappelle plus de son nom, mais ouais, c'est ça,
qui est son ami, dans le fond. Puis les deux, ils ont de quoi, là, l'autre, il a un lisp. Puis, tu sais, c'est ça. Puis il y a les gardes qui essayent de pas rire quand ils parlent, puis tout ça, mais tu sais, tout ce qu'ils disent, on dirait que c'est super improvisé, alors que ça ne l'est pas du tout, là, tu sais, c'est vraiment des textes qui avaient été écrits, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est que tout ce qu'ils disent va être des noms, justement, comme Biggest Dickus, là, tu sais. Puis les gardes, c'était c'était un trivia sur IMDb, là, mais les gardes, c'était des figurants, dans le fond, qui s'étaient fait dire, tu sais, vous ne devez pas réagir à ce qu'il va vous dire, puis ça, puis il est vraiment dans leur face, en train de leur crier des affaires, puis tu sais, les gars, ils sont pas capables, pour vrai, puis c'est quand même, c'est sympathique, là, comme moment. Fait que ce serait pas mal ça, de mon côté, puis toi? Ben, c'est ça qui est drôle, parce que toutes ces scènes-là, moi, c'est celles que je trouve qui sont les moins bonnes, ben, pas les moins bonnes, mais celles qui m'ont le moins fait rire, fait que tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est ce que ça veut dire. Moi, j'ai vraiment aimé la scène sur l'orthographe, là, quand il faut qu'il note... Ben c'est ça, quand il écrit des insanités sur les Romains. Là. Romans go home, mais il l'écrit en latin. Puis là, il se fait intercepter, en fait, Brian, il se fait intercepter puis par une garde romaine, quelqu'un. Puis là, ils sont en train de dire, puis là, il lit, puis c'est comme, mettons, les Romains sont à la maison, ou quelque chose comme ça. Puis il est comme... c'est pas ça que tu veux écrire. Puis là, il montre justement la grammaire latine et tout. John Cleese était un prof de latin à une certaine époque aussi. Fait que là, moi, je l'ai trouvé complètement absurde pour cela parce que le but, c'était d'aller l'écrire justement sur les murs du palais de Ponce Pilate. Puis là, il est en train, littéralement, le Romain, de corriger les fautes. Et comme Romini, puis pas Romino, parce qu'il y en a un qui est singulier, puis l'autre qui est pluriel. Puis là, c'est comme, non, il faut que tu accordes ça, c'est une locution. Puis là, c'est-tu un ordre? Tu sais, c'est go home. Tu sais, ça veut dire, c'est l'impératif ou je sais pas trop quoi, là. Fait que. Il est comme, comment ça s'écrit? Puis là, il sort son épée, puis il menace de le tuer. Comme, dis-moi-les. Puis là, en tout cas, finalement. Puis là, tu sais, le sketch finit en disant comme, write it down 100 times, comme, c'est ça, comme une punition, copie, là, une copie. Fait que, puis c'était ça qu'il allait faire au final. Puis là, dès qu'il est fini, ben là, il se fait pourchasser par les Romains. En tout cas, ce sketch-là, il me fait toujours, ben tu sais, il me fait pas rire, mais à chaque fois, je suis comme, c'est tellement bon, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien joué. Il y a celui-là, ben tu sais, je l'ai pas tant aimé. Il y a celui qui est l'ex-lépreux là, qui quête, là, puis il est comme Jésus me guérit de la lèpre, mais il m'a volé ma job parce que c'était mon revenu de quêter comme lépreux, puis là je peux plus. Fait que ça, je l'ai quand même bien aimé. Le film aussi, il s'ouvre quand même en force après le générique. Le générique d'ailleurs qui est un moment fort du film. Parlé, mais, non. Mais après le générique, en fait, on voit Jésus faire un speech, puis la caméra elle zoom out, puis là au final, c'est Brian qui est dans le fond de la foule puis qui comprend à peu près rien. Puis tu sais, ça aussi, c'est vraiment très du style de Monty Python, de voir les autres points de vue. Tu sais, on a, je sais pas moi, le Testament ou whatever, mais tu sais, c'est des gens qui... Ben, si on accepte que c'est vrai, là, qu'est-ce que c'est vraiment arrivé, c'est des gens qui étaient probablement en avant, qui étaient avec Jésus, qui n'ont pas nécessairement vécu ces trucs-là, mais dans une foule, quand tu es dans le fond, tu vis pas nécessairement la même expérience que si tu es en avant, ou même chose pour les légendes arthuriennes. Là, en tout cas, ils font souvent ça, les Monty Python, de te remettre, ouais, mais penses-tu que c'était vraiment comme ça dans le temps? Ou qu'est-ce qui arrive si, mettons, tu étais cette personne-là dans ce contexte-là? Fait que ça, j'ai vraiment bien aimé ça, même si j'ai pas tant ri. Le générique d'intro, bon, c'est ça. Oui, j'ai comme oublié d'en parler, mais excuse, je te coupe en même temps, mais parlons-en. C'est tellement un beau générique. En fait, c'est vraiment un gros nod au James Bond. Là. Même les gens pensaient à l'époque, puis même d'ailleurs, on le pensait nous aussi, là, que c'était une des filles Shirley Bassey qui avait fait Goldfinger, dans le fond, parce que c'est la même voix qui fait la chanson d'ouverture de Brian. Puis pour vrai, c'est le même genre de... Je sais pas si t'avais noté les paroles ou si t'es pas loin, là, mais c'est le même genre de chanson que dans les James Bond, mais ça a aucun sens. Ça fait juste raconter l'adolescence de Brian. Non, mais ça fait juste dire que le bébé s'appelle Brian, puis que c'est un gars, puis que son nom c'est Brian. Il y a des jambes, puis des bras, puis des yeux. Il y a une vie, puis il s'appelle Brian. Mais ça finit plus, puis c'est beau, puis
puis c'est sur une belle animation de Terry Gilliam aussi. Donc, vraiment à la James Bond, là, pour vrai, un superbe générique. Puis le générique de fin aussi, qui est pas générique, le générique, mais la scène de fin aussi, le film se termine avec une chanson. Je sais pas laquelle des deux est la plus iconique, pour vrai. J'ai l'impression la dernière doit être iconique, mais j'ai mieux aimé la première, mettons, là. On va le dire comme ça. Parce que la dernière, tu sais, c'est pendant qu'ils se font crucifier, oui, pardon. Une gang là, qui se fait crucifier en même temps, puis qui disent qu'il faut juste voir le bon côté des choses dans la vie, puis tu sais, vous avez peut-être déjà entendu cette belle chanson-là, mais tu sais, c'est des petites catchy là, qui restent en tête, puis qui sont quand même sympathiques. Là. Ouais, Always Look on the Bright Side of Life, qui est la chanson. On peut pas tant la faire jouer, là, je pense, parce qu'on veut pas se faire couper pour les droits d'auteur, puis quelque chose comme ça, mais pas grave, allez la googler, là, ça vaut vraiment la peine. Il y a d'autres scènes aussi que j'ai bien aimées, là, quand la scène qui s'est intitulée One Cross Each, là, c'est où il y a 140 crucifixions ce jour-là. Puis en fait, tout le fait qu'on nargue un peu là, ce procédé de torture-là, là, qui est la crucifixion, là, à chaque fois que les Romains menacent des Juifs de crucifixion, sont toujours « Ah! » ou tu sais, je sais pas trop, First offense. Ouais, c'est ça, il se fait emprisonner. Oh, you'll probably get away with crucifixion. First offense. Puis là, à chaque fois, puis c'est ça, t'as un autre des personnages, là, je me souviens plus, mais c'est là qui est au QG là, du Judea's People's Front, là, ou People's Front of Judea, en fait. Puis à ce QG-là, ben, demandé, il jase avec un des Romains, justement. Mais il dit, ça serait bien pire de se faire stabber que de se faire crucifier. Puis le Romain, il comprend pas. Mais voyons donc, il n'y a rien de plus cruel que ça. Puis ils sont comme, non, c'est pas si pire que ça. Puis à la fin aussi, là, à chaque fois, justement, t'as les 140 là, qui se suivent en succession. Puis crucifixion, good. Puis là, tu sais, ils suivent la procédure. Il y a une liste de présence. Là. Ouais, c'est ça, il y a sa présence. Puis, one cross each. Ouais, c'est ça. Straight to the left, one cross each. Ouais, c'est ça. Mais ça, je l'ai trouvé tellement absurde, ce sketch-là, mais c'est le delivery de Michael Palin, que c'est probablement mon acteur préféré du lot. Il est vraiment excellent, encore une fois. C'est lui qui joue l'ancien lépreux aussi, en tout cas. J'ai vraiment bien aimé. C'est ça, il y a plusieurs moments dans le film, mais je peux pas dire que je l'ai trouvé drôle. Mais c'est ça, hein? C'est ça qui arrive. Et puis, il y a plein aussi, quand on aime un peu l'histoire politique ou des trucs comme ça, ben, c'était un moment de grosse tension. Puis ça rit aussi beaucoup des mouvements de gauche, puis du fait qu'ils sont tous ultra nichés. La droite, il y en a aussi là, des mouvements de droite quand même nichés, mais tu as toujours le parti, mettons même dans nos élections au Québec, tu as le parti marxiste, léniniste, tu as le parti communiste, tu as le parti telle affaire qui, au final, sont tous dans le même spectre, mais qui veulent juste des noms différents pour se différencier, puis comme vraiment travailler en silo au lieu de travailler ensemble, puis ça fait qu'au final, il y a genre très peu de personnes dans chacun des groupes au lieu d'avoir un mouvement commun. Fait que c'est ça, t'as le People's Front of Judea, t'as le Judea's People's Front, en tout cas, t'as plein de dérivés de la même maudite affaire, puis il rit souvent de ça, puis ça, j'ai bien aimé. Là. Ben oui, puis je voulais dire aussi, il y a quand même une belle scène, là, que, tu sais, ça fait 2 fois qu'on voit le film, puis à chaque fois, je me dis, c'est vraiment une scène d'actualité, malgré le fait que ça fait plus que 40 ans là, que le film existe, où il y a Loretta qui, si vous connaissez la chanson Get Back, là, ça n'a pas rapport. Oui, ça a rapport. Non, ça a rapport. Oui, ça a rapport. Ils ont dit que c'était parce que c'était le nom de la femme de quelqu'un qui travaillait sur le set. Là. Mais ça n'a pas rapport. Mais oui, non. Il va falloir que tu relises tes affaires. Il va falloir que tu relises. Bref, il y a le personnage de Loretta qui est un homme, en fait, puis qui dit, à partir de maintenant, je veux que vous m'appeliez Loretta. Puis là, les autres sont comme, OK, tu sais. Puis là, ça part sur, j'aurais le goût d'être une femme, j'ai envie d'avoir un bébé, c'est mon droit en tant qu'homme ou femme, là, tu sais, d'avoir un enfant, puis tout ça. Puis c'est tellement une conversation qui est quand même d'actualité parce que justement, c'est quelque chose qui, tu sais, dans les années 70, je pense pas qu'on avait nécessairement ce genre de discours-là. Puis quand tu regardes ça aujourd'hui, tu fais comme, OK, mais, tu sais, puis tout ce qu'ils disent dans ce 2-3 minutes-là, c'est toutes des choses qu'on entend aujourd'hui, en fait. Puis c'était quand même, j'ai bien aimé ce moment-là, pour vrai. Mais c'est vrai, mais il avait un petit peu cette conversation-là, mais tu sais, c'est ça, il disait « It's my right as a man to have children ». Puis it's every man's right. Puis en tout cas, tu sais, c'est ça. Puis ils disent il faut pas se battre pour que tu. Il faut pas se battre pour que tu portes des enfants. Il faut se battre pour que tu aies le droit de porter des enfants, même si. T'sais, en tout cas, puis là, t'as le personnage de John Cleese, c'est comme, tu sais, à un moment donné, ils sont comme,
It's the symbol of our fight against the oppressor. Puis là, lui qui est genre your fight against reality. En tout cas, tu sais, il y a vraiment des bons throwaway lines comme ça là, que j'ai vraiment apprécié tout le long du film. Ce qui fait la force aussi des Monty Python. Là. Puis on dirait que là, on fait juste dropper des scènes, là, mais il y a quand même le moment où le groupe justement de révolutionnaires demande aux autres, tu sais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, les Romains? Puis, tu sais, ils ont fait le système d'aqueduc, ils ont fait plein d'affaires, là, genre des trucs sanitaires, l'économie, tu sais, les routes, plein d'affaires. Puis ça, ah oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Puis ils se font juste dropper plein d'affaires, puis ils sont comme... Ben là, oui, là, mais on va les renverser pareil. Ouais, je l'ai noté. À part l'aqueduc, l'hygiène, les routes, l'irrigation, la médecine, l'éducation, le vin, les bains publics, la sécurité et la paix, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous autres? C'est ça, hein? Fait que c'est là aussi j'allais trouver. Tu sais, c'est du monde, tu sais, ça rit des gens qui chialent pour chialer, là, tu sais, je le voyais des fois un peu comme des... Pas nécessairement des syndicats, parce que je trouve que c'est la bonne chose. C'est bien d'avoir des syndicats qui protègent les travailleurs, mais tu sais, c'est qu'à un certain moment, à force d'avoir eu une reconnaissance de tous tes droits, ben tu te sens, tu sais, si tu chiales pas pour avoir quelque chose de nouveau, ben tu sers un peu à rien. Fait que c'est des gens qui chialent toujours, puis qui veulent avoir, tu sais, des droits, entre guillemets, en tout cas, qui sont pas nécessairement nécessaires, mais c'est juste parce qu'on a le droit de les avoir, qu'on veut les avoir. En tout cas, ça m'a bien fait rire. En tout cas, il y a plein de choses qui m'ont fait rire dans ce film-là, mais au final, c'est ça, c'est un film qui est franchement bien écrit, puis qui est vraiment... Tu sais, oui, c'est des sketch par sketch, mais je crois que c'est le plus cinématographique des films de Monty Python. Tu sais, ça se sentait plus, la forme télévisuelle, elle se ressentait beaucoup plus dans Holy Grail, puis même dans Meaning of Life. Là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Meaning of Life, là, mais tu sais, c'est ça, c'est quelqu'un qui... Tu sais, toutes les phases de la vie d'une personne, puis c'est ça, sketch, puis en silo et tout. Alors que celui-là, tu sais, c'est vraiment un long arc narratif. Oui, il prend du temps avant de s'envoler un peu, mais tu sais, c'est toujours... C'est des sketchs à l'intérieur d'un arc narratif, puis je trouve que c'est le plus travaillé des films de Pythons qui m'a été donné de voir. Puis ça tombe bien aussi parce que tous les membres du groupe se sentaient vraiment bien. Graham Chapman, c'est un alcoolique notoire, puis c'est lui qui jouait le roi Arthur dans Holy Grail. Puis il était tellement saoul à cette époque-là qu'il était pas capable de se souvenir de plus qu'une ou deux phrases de texte à chaque fois. Là. Fait qu'à chaque fois, il fallait y dire... ses lignes pendant qu'il dit à la caméra, fait que c'est un exercice de montage terrible. Ils n'ont pas eu beaucoup d'argent pour faire le premier. Ils en ont eu beaucoup plus pour faire justement Life of Brian, même si ça a été compliqué. Au départ, il était financé par EMI, je crois. Pardon. Qui justement a retiré son financement après avoir lu attentivement le scénario parce qu'il y avait peur évidemment des répercussions que cela aurait pu engendrer, puis il y en a eu beaucoup de répercussions, mais c'est ça, donc 2 jours je pense avant le début du tournage, ils ont retiré le financement, fait que ça a pris 2 ans de plus pour que le film se fasse finalement, puis c'est George Harrison qui est venu à leur rescousse, il est un grand fan des Monty Python, puis il a dit je vais vous aider, je vais vous donner je pense que c'était 4 millions de livres ou quelque chose comme ça. Il a vendu sa maison, il a parti une compagnie de production qui s'appelle Handmade Films, puis il a parti ça, puis il a donné de l'argent juste pour voir ce film-là des Monty Python, puis finalement George Harrison, sa compagnie a produit plus d'une 20aine de films. On en a vu beaucoup de Criterion, la plupart ils en font partie aussi. Il y a Time Bandits, il y a The Long Good Friday qui en fait partie aussi. Long Good Friday. Il y en avait une couple là. Je pense peut-être même Brazil, mais je suis pas tant sûr, mais t'en as une couple des années 90, le Whitnell and I. Le dernier film qu'ils ont fait, en fait, c'était Lock, Stock and Two Smoking Barrels, je crois, là, qui est un des premiers films de Guy Ritchie, si je ne m'abuse. Ou de l'autre, le Matthew Vaughn, en tout cas, un des deux. Mais c'est ça, donc une chance que George Harrison était là pour leur sauver le cul. Mais c'est aussi un film qui est très, très beau. Tu sais, avant ça, c'est toujours des décors en carton, un peu Monty Python, parce qu'ils n'ont jamais eu de budget, mais là, ils sont allés tourner en Tunisie sur les lieux, puis avec les décors et les costumes de Jésus de Nazareth, là, qui est la série télé des années 70, là, qui joue toujours à Pâques. Donc, ils ont tourné là. Ça a sauvé beaucoup d'argent, mais surtout, ça donnait de la crédibilité à un film qui demandait quand même une certaine ampleur. Vraiment, le film est très, très beau visuellement. Musicalement aussi, là, la chanson thème est quand même cool. L'espèce de chorale, mais la musique, en fait, la bande originale, la chorale et tout est quand même cool. T'as les 2 chansons, là, comme on a dit, là, qui ouvrent et qui ferment le film.
Vraiment, il y a beaucoup de choses à aimer, puis c'est vraiment... Je comprends pourquoi Criterion l'a sorti, parce qu'évidemment, il y a un passé un peu trouble, il a été censuré à plusieurs endroits, parce que les groupes religieux, évidemment, ça a été un mal pour un bien. Aux États-Unis, il a moins bien fonctionné, parce que c'est ça, les gens... il y a beaucoup de groupes religieux aux États-Unis, puis c'était comme plus facile de bannir un film britannique qu'un film américain, mettons. Mais ça a quand même contribué à ce que les gens aillent le voir pareil, puis le film a été rentabilisé là, rapidement même, puis il ressort une fois de temps en temps. Ils l'ont sorti pour le 25e anniversaire qui tombait en même temps que La Passion du Christ aussi, là, donc ça tombe bien. Je vais tousser encore une fois. Mais c'est ça, donc je comprends parce que Criterion aime ça avoir les versions restaurées ou en tout cas des films controversés, aime ça les avoir, acheter leurs droits puis les diffuser à grande échelle. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec Life of Brian encore une fois. Vraiment un très très bon film là, que c'est ça, je prends plaisir à réécouter puis que c'est ça, il y a toujours... un peu comme Holy Grail, le Tis But a Scratch. Tu sais, il y a toujours des phrases là, qui me viennent en tête. Je suis ah oui, ça c'est vrai que c'est drôle. What has the Roman ever done for us? En tout cas, il y en a plein qui me viennent souvent en tête. C'est peut-être parce que c'est quand même frais dans ma mémoire aussi, là, mais j'ai hâte de voir. Mais je l'ai vraiment très, très bien apprécié. Fait qu'on y va dessus d'abord avec... On peut y aller en fait avec les bonus. On va parler un peu des bonus. Le commentaire audio, là, on l'a écouté ensemble. Qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience? Peu de choses. Pour vrai, tu sais, justement, la place de l'animation, le Gilliam qui voulait mettre un petit peu plus d'animation dans le film, d'où la scène vraiment pas rapport dans le vaisseau, là, qui ressemble un petit peu à Mac Enemy. Là. C'est un style vraiment lettre d'animation de D.T. Mais j'ai pas... il n'y a pas eu grand-chose nécessairement. Je veux dire, c'est des affaires que tu écoutes, que tu fais « Ah, OK! » Mais c'était le fun, mais là, je veux dire, c'est... Non, je comprends. Je trouve que c'est le moins bon des deux commentaires audio. Le deuxième, je l'ai écouté seul, malheureusement, mais c'était avec John Cleese. Le premier, c'était Gilliam, Terry Jones et Eric Idle. Le deuxième, c'est John Cleese et Michael Palin. Celui-là, je l'ai vraiment apprécié. Il était vraiment moins drôle que ce à quoi je m'attendais, parce que c'est quand même les deux plus funnés de la gang. Mais il était très informatif. Là, c'est ça, ils donnaient beaucoup leur impression du film, pourquoi est-ce que ça a marché. Ils donnaient un peu un regard aussi sur les comédies. John Cleese est allé beaucoup dans l'analyse. Il disait, tu sais, les comédies, c'est tellement dur à faire parce qu'il faut toujours que tu aies un rythme soutenu pour pas perdre ton spectateur. Ça fait qu'il faut que tu ailles ultra rapidement. Tu n'as pas le temps pour des temps morts. Fait que ça a l'air d'un film botché ou d'un film pas travaillé, mais ils sont comme un peu dans un no man's land. Ils peuvent pas tant mettre des procédés, le fun ou des bons plans de caméra parce que tout de suite, il faut que tu entertaines puis tu fasses rire ton public parce que sinon, ils vont voir le film en attendant à rire, là, en s'attendant à rire, pas juste à regarder un film artsy. Fait que c'est ça, ils trouvent que c'est un peu ingrat de faire des comédies au cinéma. Puis c'est un peu pour ça aussi que c'est rare qu'ils ont une reconnaissance, par exemple, aux Oscars ou des trucs comme ça parce que les performances n'ont pas le choix d'être un peu plus caricaturales, la réalisation n'a pas le choix d'être un peu plus lazy. Pas nécessairement, mais 3/4 du temps, c'est ça. Il faut que ce soit les jokes avant tout, peu importe le type d'humour. Il faut que puis, les comédies, c'est ça. Tu juges ça à est-ce que les gens rient ou non. S'il rit pas, t'as pas réussi. S'il rit, t'as réussi. Puis il dit, bien souvent, tu t'arranges pour que les gens rient là, mais ils rient à une autre place que tu t'attendais pas à ce qu'ils rient. Fait que c'est tellement dur de faire une comédie. Fait que j'ai bien aimé ce regard-là un peu introspectif sur c'est ça, la comédie au cinéma, là, qui est un genre même qui est sous-représenté dans la collection. Leur comédie, c'est toujours des comédies dramatiques ou des comédies un peu artsy. Là. À date, Charade, c'était une comédie thriller. Il n'y en a pas de pure comédie. Ouais, mais c'était quand même une grosse comédie pareille. Là. Ouais, mais c'était toujours une comédie d'autres choses. Celle-là, c'est pas mal la comédie pure, puis encore là, elle a un côté satirique. Mais il y a Spinal Tap aussi, là, qui... Ouais, il y a Spinal Tap, qui est une vraie comédie. À part ça... Fishing with John, c'est un peu satirique. Ouais, c'est plus nihiliste même. C'est plus... en tout cas, ouais. Mais c'est pas mal ça, par contre. Il n'y en a pas plein. Il y en a eu plus depuis, là, mais même récemment, il n'y en a pas tant que ça non plus. Fait que ça, c'est pour le deuxième commentaire que j'ai trouvé vraiment mieux que le premier. Il y a les scènes coupées. C'est intéressant, je pense, si vous êtes un fan des Pythons. J'avoue que j'ai pas tant trippé sur... la première, je l'ai bien aimée. Dans le fond, la première, c'est une scène qui devait être là avant même le début du film, en tout cas qui ouvrait le film. Donc c'est des gens qui jasent sur le bord d'un feu, qui jasent sur le point à quel point ils aiment les moutons. C'est à peu près ça.
C'est pas tant drôle, sauf à la fin, parce que le film, à la base, là, c'est ça, il s'ouvre avec une étoile filante là, qui dit que Jésus est né, j'imagine. Là. Puis là, tu vois les 3 rois mages marcher, puis ces affaires-là. Puis là, ben c'est ça. Là, dans leur idée de base, c'était comment t'appelles ça? Shepherd. Là. Des bergers, voilà. Des bergers qui étaient là puis qui jasaient de moutons. Mais la dernière phrase avant que le film s'ouvre, avant que cette scène-là se termine, je l'ai bien aimé, c'est qu'il regarde comme un peu sa montre ou il regarde le ciel, je pense, puis il fait comme Is it AD yet? Puis là, il est comme quarter past. Puis là, tu sais, c'est ça. AD étant après Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ, là, donc BC ou AD. Ça, là, je l'ai bien aimé. C'est le genre d'humour qui me fait rire, de comme un peu d'humour absurde, qui brise le 4e mur. Voilà. La deuxième, bon, on voit la femme de Ponce Pilate, en fait, là, qui est supposée se faire kidnapper. Puis finalement, ils réussissent pas à la kidnapper parce qu'elle est trop forte pour eux autres. Là. Fait que c'est pas une grande scène, puis c'est correct qu'on l'ait coupé, je pense. La troisième, c'est la plus controversée entre guillemets parce que ils n'ont pas eu le choix de garder au moins une partie de cette scène-là, mais c'est qu'il y avait le Judea's People's Front, là, justement les plus grands rivaux du People's Front of Judea, qui sont en fait là, des espèces de pas de juifs, mais des Allemands. Le leader, il a une moustache à la Hitler, puis c'est comme des Allemands anti-sionistes qui sont suicidaires et qui sont habillés en samouraï. Fait que c'est ça, c'est une grosse scène de comme 4-5 minutes où il parle de ça, puis qui finit qu'ils se suicident tous pour montrer checker, on est capable de se suicider en moins de 20 secondes, puis des affaires de même, mais au final, ils sont pas morts vraiment. Mais ils reviennent à la fin du film. La raison pourquoi est-ce qu'on les a pas coupés totalement, c'est parce que c'est un problème de continuité, c'est qu'on les a filmés dans un background alors que Brian fait ses adieux à sa mère puis à sa blonde, de Judith. Puis c'est ça, on les voit là, fait qu'il n'y avait pas le choix de les ramener de toute façon là, pour... vers la fin du film. Donc voilà, mais ils ont coupé cette longue scène-là. Donc c'est quand même correct. Il n'y a pas beaucoup de blagues dans ce segment-là, mais c'était correct. Puis les deux autres, là, c'est à peu près ça aussi. Là. C'était des choses qui ralentissaient un peu le récit. Là. Quelqu'un qui essaie de vendre des choses à Judith pendant qu'elle essaie de retrouver Brian qui est crucifié, des affaires de même. Fait que voilà. C'était pas marquant nécessairement, ces scènes coupées-là, mais sauf la première, mais voilà. Sinon, les pubs radio, tu ne les as pas vues, mais dans le fond, il y en a 4. Il y en a 3 sur 4 que c'est les mères des acteurs qui parlent, qui font comme je me souviens plus trop, là, ils disent tout un speech différent, mais celui de John Cleese qui était probablement le plus drôle, sa mère elle disait vous êtes mieux d'aller voir ça parce que mon fils faut qu'il fasse de l'argent, puis s'il fait pas d'argent, il va falloir qu'il m'enlève du nursing home, puis j'ai pas le goût d'avoir à mourir en dehors du nursing home, j'ai quand même 104 ans ou quelque chose comme ça, là, meaning que comme elle va mourir pareil, anyway, là, mais en tout cas, c'est une joke là-dessus. Sinon, t'en as une que c'est Michael Palin là, qu'il faut qu'il se fasse opérer pour une dent ou quelque chose comme ça, puis qui dit là, il a besoin d'argent, là, fait qu'allez voir le film. Sinon, il y a Terry Gilliam, même affaire. Fait que c'était sympathique, mais sans plus. Sinon, il y a le documentaire également là, sur les Pythons qu'on a vu aussi. Qu'est-ce que tu as pensé du documentaire? Mais le documentaire, c'était pas... c'était plus justement sur Monty Python que sur le film. Dans le fond, on est sur les lieux de tournage du film, mais c'était juste comme un peu... On assiste à ce qu'ils font, puis c'est quoi le groupe, puis tout ça. On n'en apprend pas vraiment nécessairement sur le film. Fait que, tu sais, c'est sympathique, mais ça nous dit rien de plus qui est important de savoir. C'est plus assister à leur journée de tournage, puis à eux autres qui mangent, puis qui jasent, puis qui se remémorent d'autres histoires, d'autres tournages, puis tout ça. Fait que c'est le fun, mais c'est pas nécessaire, à mon avis, là. Je sais pas, toi, ce que t'en as pensé. C'est ça. C'est plus le fun pour voir l'ambiance sur le plateau que ce qui nous apprennent vraiment. Par contre, il a l'air d'être quand même rare ce bonus-là parce que sur les autres éditions de Life of Brian, pas de la collection Criterion, mais des autres éditions, je sais pas trop c'est qui produit ça, là, mais bon. Il n'a pas ce bonus-là, puis c'est ça. Sur Criterion, il l'a, donc puis je pense pas qu'il est sur YouTube non plus. Fait que tu sais, ça peut être un bonus rare, puis c'est bien de l'avoir, mais c'est ça, c'était pas révolutionnaire nécessairement. Puis sinon, il y a l'essai qui est un peu répétitif quand on écoute les commentaires ou quand on lit un peu sur le film, mais l'essai, c'est ça, il nous apprend un peu sur l'idée de départ là, qui était peut-être venue en fait d'Eric Idle, qui en entrevue pendant la promotion du film Holy Grail, là, qui disait ça va être quoi votre prochain film, puis il était comme Jesus Christ Lust for Glory, donc Jésus-Christ c'est quoi Lost? C'est comme
Lost. U? Ouais. Avec un U. Son désir, genre, son ouais. Mais c'est quoi Lost? C'est pas désir, c'est quoi, non? Ben, je sais pas le terme exact de Lost, là, mais c'est ça. C'est comme des envies plus sexuelles, habituellement, mais... luxure, convoitise. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Quelqu'un qui cherche justement l'attention, pas l'attention, mais la gloire. C'est ça. Il mentionne un petit peu les problèmes précédents le film, puis certains aussi pays qui ont banni le film jusqu'à même tout récemment. Là, je pense que la dernière place là, qui le bannissait, le débanni, entre guillemets, là, en 2013 ou en 2015. Sinon, en 2008 aussi, il y avait une ville d'Irlande qui l'avait banni, même s'ils n'ont pas de cinéma, mais ils l'avaient banni jusqu'à temps qu'il fasse élire une personne, en fait, qui est celle qui joue Judith dans le film. Elle a été élue mairesse, donc, puis elle a fait débannir le film. Mais voilà. Puis sinon, c'est ça. Il mentionne aussi qu'à l'époque, c'est un des films qui a causé le plus de polémiques par rapport aux chrétiens, justement, aux catholiques, jusqu'à The Last Temptation of Christ, qu'on va voir quand même prochainement. Donc, j'ai bien hâte de voir pourquoi est-ce que les gens se sont choqués, parce qu'on l'a pas vu, ni toi ni moi. Donc, voilà. Puis, c'est ça, il mentionne aussi, puis on l'avait noté, mais que c'est un des plus beaux films, justement, des Monty Python, tant au niveau des décors, du travail, un peu de la qualité de l'image. Le film est pas super beau, je trouvais. Il y avait beaucoup de taches quand même. Il y avait des spots blancs là, qui apparaissaient. Donc, le travail de Criterion, en tout cas, le travail qui a été fait sur les Masters n'est pas top, mais c'est quand même, ça se regarde, là, c'est bien correct, là, mais c'est pas, il y a certains films qui sont vraiment plus beaux que Criterion a sorti, donc voilà, ça c'est juste pour, ça fait sûrement partie des films un peu plus mainstream qui ont voulu sortir pour justement rentabiliser l'achat des autres films qui sont un peu moins rentables, mais qui sont plus importants à préserver peut-être, là. Donc voilà, mais je sais pas si on a d'autres choses à rajouter. Toi, peut-être qu'on pourrait y aller avec notre verdict au final. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Quelle note tu y donnes? C'est ça. J'ai trouvé ça sympathique. On dirait que d'en parler, ça me rend plus empathique envers le projet. Mais tu sais, c'était correct. Je suis contente de l'avoir vu. Mais comme je dis, Monty Python, c'est pas quelque chose qui me fait capoter d'emblée. Mais c'était sympathique. Donc, moi, je vais y aller avec un 7 qui est quand même... tu sais, c'est très bon, là. Ouais. Moi aussi, c'est ça, tu sais... J'aurais donné un 7 au premier visionnement, mais c'est ça, c'est un film qu'il faut laisser un peu reposer, puis qu'on peut redécouvrir, puis que, tu sais, il y a plein des comédies que, tu sais, une fois que tu connais le punch ou que tu connais la situation, que tu ris plus nécessairement, tu le ris la première fois, puis c'est tout. Celui-là, je trouve qu'il y a un plaisir à y retourner, puis sans nécessairement, tu sais, j'ai pas ri tant la première fois, fait que je rirai pas plus la deuxième fois, mais tu sais, c'est là que t'apprécies vraiment plus la qualité du writing au deuxième ou troisième visionnement. Fait que c'est un film que, tu sais, là, je l'ai écouté 4 fois en très peu de temps, puis ça me dérangerait pas de le réécouter. Fait que ça doit être signe que c'est un bon film ou que c'est un film que j'ai bien apprécié. Évidemment, c'est ça tombe un peu plus dans mes cordes d'humour que les tiennes, peut-être. Fait que pour cette raison, moi, j'y donne un 8 sur 10. C'est un excellent film que j'ai hâte de revisiter, puis de replonger aussi. Tu sais, j'ai vu à peu près la moitié de la série télé. J'aimerais ça l'écouter au complet. J'aimerais ça regarder les autres films aussi. Fait que éventuellement, je pense que ça va être dans mes projets de vie. Qui sait. Donc, on va avoir beaucoup de temps dans pas long. On va pouvoir faire ça. Exactement. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre épisode sur Monty Python's Life of Brian. On se retrouve au prochain épisode pour un autre film religieux, La Passion de Jeanne d'Arc. Donc on ne sait pas trop quand ça va sortir, mais restez à l'affût. Et d'ici là, bon cinéma.